Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard. Tu as fait un article sur l'inflation qui m'a fait très plaisir parce que je me souviens, tu m'avais dit ça il y a déjà 1 an ou 2 ans, on avait eu cette conversation. Je te disais, mais c'est quoi l'optimum d'inflation pour l'économie ? Et tu m'avais dit, oh, bah, c'est surprenant parce que c'est moins 1,5%. C'est de la déflation, l'optimum pour la croissance économique. Alors je dis alors ça c'est bizarre et tout, puis tu m'avais dit ouais mais il faudrait que je modélise ça, que je regarde, et puis tu l'as fait. Et là du coup tu sors justement cette courbe qu'on affiche là, la courbe de Bell sur l'inflation. Alors explique-nous parce que ça soulève plein de trucs. Bah, c'est toujours la question de l'inflation. Il y a énormément de débats sur. C'est un sujet aujourd'hui très très important. L'inflation, on le voit. Hein. Toutes les banques centrales s'énervent. Ça c'est pas démodé depuis 6 mois. Il n'y a pas démodé depuis 6 mois. Ça fait un mal de chien dans le pouvoir d'achat des gens. Enfin, et puis en plus, est-ce que ça s'emballe, ça s'emballe pas. Enfin, il y a plein de questions là-dessus. Et donc, c'était plutôt une question de revue sur le long terme, avec des gens qui parlent en disant, oulala, on est à une inflation de 5, 6, 7, etc. 7 aux États-Unis, 10 ici. Enfin bon. Est-ce que ces niveaux sont catastrophiques? Quel est le bon niveau? Il faut redescendre en dessous de 2%, absolument en dessous de 2%. Et si on est en dessous de 2%, tout va bien. Bon. Donc, c'est une notion d'inflation en termes de niveau. En dessous de 2%, c'est bien. À 3%, et puis au-dessus, c'est pas bien. Donc, puis toi, t'aimes pas trop les niveaux. Moi, j'aime pas trop les niveaux. Parce que réfléchir en accélération. Bah oui, parce que moi, je comprends pas pourquoi 2%. Tu vois, c'est-à-dire, intellectuellement, je comprends pas. C'est-à-dire que si tout d'un coup, tous les salaires augmentent de 3% par an, et que l'inflation est de 3%, bah tout va bien. Enfin, quel est le problème? Je comprends pas. Tu vois, voilà, on a 3% de plus tous les ans, et puis les produits vont 3% de plus tous les ans. Eh ben, on peut toujours acheter les mêmes produits. On le sent même pas. On comprend pas. Et comme moi, j'ai toujours défini l'inflation comme étant une accélération, la définir en termes de niveau, je voyais pas très bien. Donc, j'ai voulu voir un peu, parce que tous les débats sont sur le niveau. Hein. Tout le monde dit non, ça c'est bon. Et donc, j'ai regardé, vraiment, on est remonté au 19e siècle, etc. Et en fait, non, le niveau optimal, alors bon, il n'a pas duré très longtemps, etc., mais il n'est pas du tout à 2%. Il est en fait négatif, comme tu disais, il est négatif. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'idéal pour un système économique de type capitaliste, c'est que ce système produit des biens, il a aussi une productivité, c'est-à-dire qu'il améliore son efficacité dans la production de biens. Il est plus efficace, il fait mieux avec moins, ou il fait plus avec autant. Et ce plus avec autant, la productivité est de l'ordre de 1,5% par an. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce 1,5% par an? Qu'est-ce que le capitalisme, comme si c'était un monsieur capitaliste, devrait faire de cela? Et ce que montre en fait ce graphe, qui est assez marrant, c'est que la meilleure chose pour lui-même, c'est de le redistribuer aux consommateurs sous la forme de baisse de prix. Donc, il a été capable de faire autant de biens avec moins, 1,5% de moins, il n'a qu'à baisser ses prix de 1,5% de moins. Et alors, qu'est-ce qui se produit? C'est très vertueux, parce qu'à ce moment-là, le produit vaut moins cher, donc le pouvoir d'achat monte, donc il y a plus de demandes, et hop, ça continue, et la croissance continue. C'est une forme de redistribuer les fruits collectifs de l'effort et de la capacité à faire de la productivité sous la forme de baisse de prix. Voilà. Donc, en fait, l'optimum n'est pas du tout 2%. D'ailleurs, ce 2% sort vaguement d'un chapeau. Je me souviens plus, j'avais lu un article marrant. Je crois que ça venait d'un économiste, mais il faudrait que je regarde, peut-être australien, etc., qui avait sorti ça un petit peu comme ça. Et puis, ça a été repris. Et puis, finalement, c'est arrivé comme une espèce de loi, un dogme, 2%, mais de 2% n'a aucun fondement économique. Il n'a pas vraiment de fondement. La seule chose qu'on remarque, c'est qu'effectivement, si on commence à s'écarter du 2%, sur longue période, la croissance, comme tu montreras sur le graphe, a tendance à être moins forte. Au-delà, à plus de 2%. Plus de 2%, voilà. Et au-delà de 6, au-delà, ça commence à faire mal. Ouais. Mais il y a peut-être des raisons indirectes à cela. Mais voilà, donc la zone de stabilité, c'est moins... la zone formidable, c'est en gros moins 2, plus 2, plus 2, plus 3. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est que le niveau... Mais le niveau n'est pas fondamental. Le problème, c'est que si on a une inflation à 3, à 2 ou à 1 ou à 0... on ne voit pas tellement la différence dans les effets économiques. Donc ça veut dire que, et pourtant il y en a des différences, donc ça veut dire que ces différences sont masquées par le fait qu'on regarde l'inflation sur un niveau. On ne voit pas ce qui se passe sur le processus sous-jacent quand on regarde en niveau. C'est pas ça. Alors par contre, il y a quand même des choses qui m'ont interpellé sur ce graphique, c'est que quand on est à 1,5 plus 2 d'inflation, on est sur une croissance, on va dire, soutenable. C'est-à-dire historiquement, on va être sur du 2%, un truc comme ça. Donc on peut se dire que c'est gérable. Voilà. Par contre, quand on est à moins 1,5,
on est sur un optimum, mais à 14% de croissance. Donc en fait, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Parce que là, par contre, on voit bien qu'une économie qui fait 15% par an, ça marche pas pendant 50 ans. Hein. Ça va trop vite, ça va trop fort, le système tient pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce phénomène de moins 1,5, c'est pas un contre-coup? En gros, quand il y a des crises, bah hop, ça retombe à moins 1,5, on reprend de la respiration et après on repart sur quelque chose de normal. Et comment ça fonctionne là? Oui, alors tu as raison qu'on ne peut pas faire du 15% par an dans des économies développées. On pouvait dans des économies émergentes. La Chine était à ça il n'y a pas très longtemps. Donc il faut bien voir que c'est pas complet, ça dépend de ton niveau de développement. Donc ce n'est pas non plus absurde si on part d'une situation plus basse. Or, ce qui se passe, c'est que ces points optimaux sont obtenus avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, on voit qu'on remonte jusqu'à la fin du 19e siècle et que c'est dans ces périodes-là où on a vu des phénomènes de cette nature-là. Si on coupe les données après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on observe, c'est la même chose sur la courbe, mais on ne va pas aussi loin dans le négatif. D'accord, donc en fait, c'est pas important, l'échelle de croissance c'est pas importante, faut regarder la distribution surtout. C'est la distribution, ce que tu vois, on continue d'observer que c'est meilleur quand c'est négatif, mais on n'arrive jamais à ces niveaux de moins 2, etc., etc. Donc ça veut dire que fondamentalement, non, le capitalisme est déflationniste, c'est-à-dire qu'il sait sa nature même de produire des produits moins chers pour les donner à de plus en plus de gens. Donc ça démontre bien ça. Hein? Ça démontre bien ça, on est d'accord. Ça le démontre que c'est sa structure fondamentale. Et qu'ensuite, il va y avoir de la politique, il va y avoir de la gestion de la monnaie pour essayer de l'orienter dans un sens qui est plus social. Alors justement, ça aussi c'est intéressant, c'est le deuxième aspect, c'est le deuxième chose qui m'a un peu chamboulé, c'est que si c'était effectivement un optimum à basse inflation, on va dire, voilà. Bah, logiquement on devrait y être. Si c'est ce qui marche le mieux, il n'y a pas de raison pour qu'on l'ait pas. Donc, est-ce que le fait que l'histoire nous montre qu'on soit dans un régime à plus haute inflation pour un rendement plus petit, est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie dans l'ordre social nécessaire? En gros, est-ce que le monde pourrait fonctionner si les gains de productivité étaient redistribués en forme de baisse des prix et qu'il n'y ait pas cet arbitrage de l'impôt, parce que ça devient un impôt en fait, un prélèvement de la richesse, où l'État vient jouer un rôle qui permettent à l'ordre social d'être durable et du coup d'avoir un capitalisme durable. Est-ce qu'un capitalisme pur, c'est pas une chimère entre guillemets parce qu'il n'est pas humainement tenable, quoi? Ça dépend des rapports politiques. Donc sous ça, on est par exemple, si les syndicats ont, je ne sais pas, culturellement pris l'habitude quand ils vont se réunir avec le patronat, pris l'habitude de discuter non pas des conditions de travail ou du personnel, etc., mais des augmentations de salaire. Bon, je sais qu'ils discutent de tout. Mais tu vois, si par exemple l'accent est fortement porté sur, bah alors j'ai quand même travaillé l'année dernière, comme j'ai travaillé bien l'année dernière, ou comme j'ai continué à travailler et que je vieillis, etc., je dois gagner plus. Je dois absolument gagner plus. Et si c'est ça en fait la discussion, alors naturellement le système va s'équilibrer pour pouvoir fournir dans ces négociations ce qui est souhaité. Donc, par exemple, fournir 2% d'augmentation de salaire par an. Bah, c'est pas grave, il y aura 2% d'inflation, donc ça va, tu vois, ça va être bouffé, mais ça va permettre à des acteurs politiques de s'affronter et de trouver l'équilibre. Donc, il est tout à fait possible, parce que la difficulté d'un système capitaliste qui n'aurait pas d'inflation, mais il n'est pas forcément infaisable, hein, ça serait que tous les ans, on dit, mais c'est formidable, vous n'avez aucune augmentation. Mais on dit, bah quand même, j'ai bien travaillé. Oui, mais le produit que vous achetez, vous avez une augmentation de votre pouvoir d'achat parce que les produits baissent. Ah oui, mais moi, je voudrais quand même moi-même, tu vois, c'est une question d'ego, avoir une augmentation. Même si cette augmentation est fictive. Donc, je pense que c'est un rapport de force sociale. Et ça dépend des pays. Tu vois, par exemple, en Allemagne, c'est assez différent. Les Allemands sont capables, tu prends IG Metall par exemple, donc le grand syndicat automobile allemand, et qui, les négociations d'IG Metall avec le gouvernement allemand ont une influence sur toute l'Europe. C'est parce qu'il y a des millions de participants, d'adhérents à ce truc-là. Donc pendant des années, ils n'ont pas demandé d'augmentation de salaire. C'est incroyable quand même. C'est les Allemands, ça, 3, 4, 5 ans. Et puis là, boum, l'inflation est partie, ils ont demandé des augmentations de salaire. Donc grosse négociation en Allemagne, et les négociations aboutissent à quoi? Plus 5,5% cette année, et une rallonge de 3% pour 2024. Donc ils se font une augmentation sur 2 ans négociée de 8,5%. Donc on dit 8,5% quand même, c'est beaucoup. Oui, mais ils n'ont pas eu d'augmentation là pendant les 4 dernières années. Tu vois. Donc est-ce que c'est un rattrapage? Est-ce que c'est un... Tu vois, c'est pas évident. Et puis 8,5% sur 2 ans.
Sur un an, c'est 5,5. Mais l'inflation est beaucoup plus forte que ça en Allemagne. Donc ils perdent. Donc en fait, ils perdent. Donc tu vois qu'ils sont en train de négocier une augmentation de 5,5 avec une inflation qui sera probablement plus proche de 10. Donc ils sont en train de négocier une diminution des salaires de 4. Ils sont en train d'accepter que le travailleur dans l'industrie IG Metall, enfin dans l'industrie automobile, etc., va avoir une baisse de niveau de vie. Ils sont en train de l'accepter politiquement. Bon voilà, je pense que ces notions d'inflation, de négociation rentrent dans le jeu social qui dépend de chaque pays. Donc il est possible que ce soit juste une inefficience du rapport entre l'ordre social et le capitalisme, en fait, ce décalage vers le positif, ce décalage vers l'inflation. Une inefficience que tu peux juger comme étant un degré de liberté de plus. C'est-à-dire que finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance, qu'on soit à 0 ou à 2%, ça joue pas beaucoup en termes de croissance potentielle. Donc autant avoir un petit peu de liberté de manœuvre pour pouvoir se dire je vais être très très généreux et j'augmente de 4, alors en fait ça vaut 2, ou je fais 0 et ça fait moins 2, tu vois. Donc c'est moins visible, ça peut se négocier. Moi je pense que c'est des libertés qui sont données à un système qui n'est pas forcément optimal, mais qui est peut-être socialement plus facile à gérer. Merci Didier. Merci à toi.